Refaire vivre le passé, mais avec un nouveau présent. C'est ce que cherchent Romuald et Patricia, les nouveaux gérants du Bois Joli, l'ancien Heunerhof. Ce lieu mythique de la commune de Montbronne, fermé depuis 2021, se réveille à nouveau. Après 1 an et demi de travaux et de préparation, le restaurant a pu rouvrir avec un nouveau souffle. Peinture, nettoyage, réaménagement, tout a été repensé pour offrir un lieu chaleureux et convivial. L'objectif est clair, créer un espace multigénérationnel où chacun peut trouver sa place. Alors ici dans cette salle, c'est donc la restauration, mais aussi qui peut servir quand il n'y a pas la restauration, de boire un verre simplement au calme pour les personnes qui n'ont pas envie de participer au PMU et qui ont envie de se retrouver simplement dans le calme. Ça peut aussi être dans la semaine des après-midi, cinéma pour les enfants ou même adultes ou des soirées. Ça peut être plus tard des concerts, des soirées à thème. À côté, il y a donc le bar PMU. Et de l'autre côté, il y aura un espace, ce que j'appelle le salon cocooning, qui est un petit peu plus feutré, un peu plus doux. C'est un espace, on va dire, multi-personnalité, multi-besoins, multi-génération. L'idée est d'en faire quelque chose de convivial où tout le monde peut s'y retrouver. Voilà, à différents niveaux, à différentes choses. Partager des bons moments tous ensemble. Une plancha apéro, des glaces en été, des pizzas flammes le week-end sur réservation, mais aussi des repas complets le dimanche midi seront prochainement proposés ici. Un espace bibliothèque et des ateliers de lecture ou de tricot en préparation sont aussi au programme. Une nouvelle vie pour cet établissement longtemps fermé qui manquait aux habitants et que les gérants n'ont pas choisi par hasard. Donc, découverte des lieux. Au départ, c'est mon épouse qui avait vu les lieux en premier. Puis un jour, elle m'a présenté les lieux. Et ça a été tout de suite un coup de cœur, un déclic. Le site, la vue, ce que ça dégage même au niveau de l'établissement en lui-même. Et puis après, c'est vrai qu'en en parlant un petit peu, il y avait une attente par rapport à cet établissement qui était fermé depuis des années. C'est un lieu mythique pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de souvenirs, de vécu dedans. Et je trouvais que laisser un endroit comme ça à l'abandon, c'était presque criminel en fait. Une centaine de personnes peuvent être accueillies dans cet espace entièrement repensé et les premiers clients répondent déjà présents. Parce qu'ils ont ouvert un PMU et puis que je suis assez content de pouvoir venir jouer et de regarder les courses par course en direct. Et ce qu'on ne trouve plus dans la région. Le lieu très convivial, c'est vrai qu'on est dans un environnement très paysager, on va dire, et l'accueil est très très agréable. Et pour certains habitants, c'est aussi un retour dans le passé. Nous sommes déjà venus ici quand nous étions en classe, au CM1, CM2. Le dernier jour de l'école, on faisait une sortie à pied avec les profs et tous les élèves des deux classes. Et on faisait le casse-croûte l'après-midi ici, on jouait au balançoire. Il y avait un tourniquet, voilà, c'était sympa. Voilà. C'est des années 72, 73, par là. Je me souviens un peu. Avec des horaires élargis et adaptables, le Bois Joli espère rapidement devenir un nouveau lieu de vie à Montbronne, un endroit pour se retrouver, partager et faire revivre l'esprit du village. La commune d'Étain s'est lancée dans le cadre de sa transition écologique et énergétique. L'isolation a déjà été refaite sur ses bâtiments communaux et les chaudières fioul remplacées par des pompes à chaleur. C'est maintenant le photovoltaïque qui rentre en jeu. Après une étude pour trouver le bon emplacement, 58 panneaux ont été installés sur le toit de l'école primaire. La surface fait en totalité 120 mètres carrés. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation. L'énergie ici captée, transformée en électricité, permet de réduire la facture non seulement du bâtiment lui-même, mais également de la salle communale voisine, de la mairie, de la morgue et de l'ancienne maternelle. Donc l'ensemble des bâtiments communaux. Et nous espérons réduire de l'ordre de 40% la consommation actuelle. L'installation aura coûté 40 000 € hors taxes, subventionnée à hauteur de 15 000 € par la région Grand Est, dans le cadre du dispositif Climaction. Une semaine de travaux a été nécessaire pour la pose des panneaux. C'est une entreprise locale qui s'en est chargée, Home Energy, basée à Sarreguemines. La commune d'Étain espère avoir un retour sur investissement dans moins de 4 ans. Le centre généalogique de Hambars s'agrandit. En complément de ses archives conservées à la bibliothèque municipale, l'association dispose désormais d'un second local ici aux 6 rues de la Poste. Un espace plus grand, mieux adapté, notamment pour la recherche informatique. Une dizaine de postes sont désormais à disposition du public avec un accompagnement assuré par les bénévoles. Spacieux, c'est très spacieux, on peut travailler vraiment, on a chacun à son poste
chaque personne a son poste où il travaille. Donc c'est calme, c'est propre, c'est super, quoi. Ça a permis aussi de faire de l'ordre dans les dossiers. On a remis tout, je vais dire, à plat et on a tout reclassé, tous les livres ont été reclassés. 2013, on a ouvert, donc c'est un nouveau départ. La généalogie est une discipline exigeante qui demande du temps, de la méthode et beaucoup de données. L'association dispose aujourd'hui de plus de 3 millions d'actes d'état civil dans la région, mais aussi d'un accès à des bases internationales. Donc le but en généalogie, pour avoir un vrai arbre généalogique et être sûr qu'il est vrai, c'est d'avoir pour chaque personne les actes qui prouvent de qui il est la fille ou le fils, les actes de mariage, les actes de décès, et c'est comme ça qu'on remonte petit à petit. On peut remonter de maintenant jusqu'à la Révolution en 2-3 heures, comme ça peut prendre 10 ans. On trouve. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de recherche. Le centre, qui compte près d'une centaine de membres, assure des permanences chaque mercredi après-midi avec l'objectif pour chacun de remonter le fil de son histoire familiale. À terme, un espace mémoire devrait également voir le jour dans ces locaux pour continuer à faire vivre le patrimoine et l'histoire du territoire. À côté du canal, une colonne colorée attire l'œil. Une vieille cabine téléphonique transformée en cabine à livres. À l'intérieur, une petite bibliothèque où les habitants du village peuvent s'échanger des œuvres littéraires. Ce projet, mené par la commune de Rémelfin, avait du succès. Mais la cabine a été vandalisée le soir du réveillon. Elle a subi d'importants dégâts. Pendant l'hiver, les ouvriers communaux ont travaillé pour la remettre en état, en particulier Robert Caps. Pour la remettre, il fallait d'abord débarrasser tout le verre et tout ça, la nettoyer, couper les montants qui étaient complètement déformés avec la chaleur. Et après, on a pris les mesures pour créer carrément les vitraux qu'il y a ici, quoi. La réparation s'est faite entièrement en régie. Elle a aujourd'hui retrouvé son utilité. Le thème a aussi changé. Avant, la petite bibliothèque était entourée de bouteilles de couleurs. C'est maintenant des vitraux en plexiglas avec des filtres colorés qui ont été installés pour rappeler l'église qui se trouve à côté. Il était important déjà pour nous, comme dit, de refaire cette cabine pour les habitants du village, du lien social, enfin du partage. C'est quelque chose que les gens appréciaient beaucoup. Tout le monde était très triste que cette cabine ait été vandalisée. C'est une belle réalisation. La thématique, c'est Arlequin. La cabine a toujours autant de succès. Une semaine après sa remise en fonction, la bibliothèque débordait déjà de livres. La commune de Rémelfin a encore d'autres idées pour mettre en valeur des points clés du village. Super Error Bac vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on poursuit le week-end sous le soleil avec une nouvelle journée ensoleillée qui nous attend pour demain. Le ciel sera encore bien dégagé, ce qui permet au soleil de réchauffer l'atmosphère. Côté température, les minimales seront un peu plus hautes que les jours précédents, avec 6 à 7 degrés. Les maximales iront jusqu'à 18 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Halida et il fera jour de 6h17 à 20h41. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Le printemps pointe le bout de son nez dans votre Intermarché de Sarreguemines. Une explosion de couleurs et de saveurs vous attend. Fraises juteuses, asperges croquantes, légumes de saison. On privilégie la fraîcheur, la qualité pour vous régaler au meilleur prix et mettre du printemps dans vos assiettes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas ? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique. Votre pub sur cet écran. Entreprise, collectivité, association, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication.
Bienvenue sur Mosaïque Cristal, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale. Nous avons le plaisir d'accueillir Constance Cousin, journaliste scientifique et réalisatrice. En 2018, elle s'est envolée avec sa sœur Leslie pour le Népal, à la rencontre des populations rurales et de leur philosophie de vie enracinée dans le bouddhisme. Un trek humanitaire au cœur de l'Himalaya qu'elles ont immortalisé dans un documentaire sorti il y a quelques semaines intitulé « La montagne de l'esprit ». Bienvenue Constance. Merci Tristan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, on le précise pour nos téléspectateurs, vous étiez l'un des visages de Mosaïque Cristal entre 2008 et 2016, reporter et présentatrice. Et depuis votre départ, vous avez consacré une partie de votre vie au voyage. Oui, effectivement. Suite à Mosaïque, j'ai pu travailler pour une grande fortune française pendant 1 an et demi, ce qui m'a amené à voyager aux 4 coins du monde. J'ai ensuite, par la suite, effectivement, fait ce voyage au Népal, qui a fait l'objet de ce documentaire Montagne de l'Esprit. Et puis, de façon tout à fait inattendue, pendant la période Covid, pendant 2 ans, j'ai voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans différents pays d'Asie, Costa Rica, États-Unis. Oui. Donc le voyage a occupé un bon temps de ma vie, oui. Une bonne part de votre vie, vous l'avez dit. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. À l'origine, ce déplacement devait-il être un simple voyage ou vous aviez dès le départ l'intention d'en faire un film ? Alors, effectivement, c'était uniquement un trek humanitaire, initialement, qui devait durer 1 mois. Il était nullement prévu de faire un documentaire, absolument pas. Et c'était de manière totalement spontanée. Donc c'est la particularité justement de ce film, c'est d'être intégralement filmé au smartphone et d'avoir été fait de manière spontanée au fil des rencontres. Cette aventure, vous l'avez partagée avec votre sœur Leslie. Laquelle de vous deux a été le moteur de ce projet ? Bonne question. Je dirais pas qu'il y a eu un moteur. On a été toutes les deux convaincues qu'il y avait quelque chose à faire, et d'ailleurs au même moment. Je crois qu'on en avait déjà parlé par rapport au projet de Dubai Impact, la boîte de production qu'on a créée ensemble suite à ce projet de film, de ce projet de trek humanitaire plutôt. Et donc ensemble on s'est dit il y a quelque chose à faire, et donc on a sorti le téléphone. En plus on était à plus de 5000 mètres d'altitude, donc il n'y a rien de tel que de pouvoir filmer de manière légère, en plus en immersion, au smartphone. Oui. Vous êtes donc parti durant 1 mois au Népal. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette destination ? Alors pourquoi le Népal ? Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, donc ma sœur vivait en Australie et moi à Bruxelles en Belgique. Et donc on souhaitait se retrouver, mais dans le cadre d'un voyage, d'un trek humanitaire, on ne savait pas encore où. J'avais entendu parler du Népal, notamment par ma prof de yoga, qui elle-même organisait ce trek humanitaire. Et aussi le Népal me titillait depuis quelque temps. Pourquoi ? Parce que Gérard Bergans, que vous connaissez, adjoint au maire, encore aujourd'hui je crois, adjoint au maire de Sarralbe, qui avant d'être un adjoint au maire est un ami, me parlait de ses expéditions, aventures au Népal, et ça m'a vraiment inspirée. Et donc c'était l'occasion de se rendre au Népal pour ce trek. On l'a dit en début d'interview, le documentaire a été tourné en 2018 mais n'est sorti en salle que depuis l'an dernier. Pourquoi un tel décalage ? Pourquoi un tel décalage ? Alors déjà à la base, je suis journaliste, je ne suis pas réalisatrice, donc j'ai découvert. Il y a le milieu de l'audiovisuel, il y a le milieu du cinéma, qui est encore un autre monde, un autre univers que j'ai pu découvrir. Comme dit, de manière spontanée, donc ce n'était pas du tout programmé. Pourquoi aussi ? Parce qu'entre-temps, après 2018, comme tout le monde sait, il y a eu cette période Covid, et moi je me suis retrouvée donc bloquée en Australie. J'étais bien, un bon confinement en Australie pendant 2 ans. Et donc c'est qu'à mon retour en Belgique que je me suis occupée de la post-production. Je pensais une fois la post-production réalisée, l'aventure du documentaire était terminée, mais non, j'avais oublié qu'il y avait toute cette phase de diffusion, de promotion, et que ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis aussi, il y a différentes étapes à respecter, notamment la présentation du film dans les festivals, puis après la TV, etc. Alors justement ça, on va y revenir en deuxième partie d'interview. Avant d'entrer davantage dans les détails, si vous le voulez bien, regardons ensemble votre documentaire et on se retrouve juste après pour parler des coulisses de sa réalisation.
Ça y est, nous y sommes, au Népal. On vous embarque dans l'agitation de la ville de Katmandou. Et dans la rudesse et zénitude d'une région préservée et sauvage de l'Himalaya, en connexion avec le 8e plus haut sommet du monde, le Manaslu. Ici, nous prenons de la hauteur sur notre propre vie. Notre confort, nos préjugés, nos peurs derrière nous. Below down the clouds came off, that is passing. On ne savait pas encore ce qui allait se présenter sur notre chemin. My name is Leslie. And what's your name? My name is C'est moi, Leslie. Et moi, je m'appelle Constance. Oh, thank you very much. It will be very helpful. Nous sommes jumelles. L'une est actrice de changement dans le développement durable, l'autre journaliste scientifique et reporter, formée en développement personnel et spirituel. Le dénominateur commun, la quête du bonheur. Mais finalement, qu'est-ce que le bonheur et comment l'atteindre? Tika. C'est donc au Népal, à la source de la sagesse bouddhiste, que nous avons cherché la réponse. Chaque nouvelle rencontre, à la fois questionnante et inspirante, éveille des réflexions et nous donne des envies de partage. C'est donc équipé de notre téléphone et d'un réflexe que nous décidons de manière spontanée de documenter ce que le Népal nous dévoile sur le bonheur. Notre première rencontre nous challenge dans notre perception de la réalité et nous demande, disons, une certaine gymnastique cérébrale. It looks like they're two opposite, but actually not opposite. This is something so important. And I think the modern world, especially in the West, I think everything is black and white, good or bad, evil or not evil. But in the East, and especially in Buddhism, not like that. Whatever is evil can be good. Whatever is good also can be bad. And also, I think if you appreciate paradoxy, then you will know magic. We believe in logic. Logic and reason is very important. But we also know that logic and reason has its own stupidity. You know? And I think the modern world should know this, because many times rational and logic will make you trap. For instance, like you believe 4 plus 4 is 8. So you are forever trapped. You never think, maybe it's 9, maybe it's 2. You never think like this. So you are trapped. You understand? Yeah, for sure. So this is something that I think generally Buddhism can offer to the world. Sortir de notre vision dualistique. Apprécier le paradoxe pour se laisser surprendre par la magie de l'instant. Quelques heures plus tôt, notre chemin avait croisé celui de Ce Lama, un des maîtres les plus respectés dans le monde du bouddhisme tibétain, mais aussi écrivain, scénariste et réalisateur. Il était en présence d'un vieil ami à lui que nous avions de suite reconnu,
ont eu le même maître spirituel que sa sainteté, le Dalai Lama. Mathieu Ricard, devenu moine bouddhiste tibétain, après l'obtention d'un doctorat en génétique. Nous-mêmes, scientifiques, nous nous interrogeons alors sur le dialogue entre la science et la philosophie bouddhiste. Pour en parler, Mathieu Ricard nous accueille dans son monastère. C'est plutôt sur le... Ah oui. C'est assez pointu. Au sein du bouddhisme tibétain, on n'accepte jamais quelque chose parce que c'est donné ou parce que c'est un dogme. Le Bouddha a toujours dit, n'acceptez pas ce que j'ai enseigné par respect pour moi, redécouvrez-le par vous-même. C'est-à-dire par la raison, par la logique. Et si quelque chose est clairement à l'encontre de l'évidence, de la réalité et de la raison, il n'y a pas de problème, on laisse tomber. Parce que le bouddhisme n'est pas basé sur des dogmes. Encore une fois, le bouddhisme vise à combler le fossé entre les apparences et la réalité. Donc c'est vraiment... Moi, je ne me sens pas du tout en porte-à-faux avec la démarche scientifique. Je ne vois pas du tout le paradoxe. C'est paradoxal parce que ça peut paraître, a priori, paradoxal. D'abord, la philosophie bouddhiste, c'est une science de l'esprit, donc c'est une approche rigoureuse de la réalité. Mais ici, dans le domaine d'application, ce n'est pas la biologie ou les sciences physiques, c'est la façon dont fonctionne l'esprit. C'est-à-dire les mécanismes du bonheur et de la souffrance. L'enseignement fondamental du Bouddha, c'est identifier la souffrance, y compris ses causes les plus profondes, trouver qu'il y a des causes. S'il y a des causes, elles sont forcément impermanentes parce que rien n'est permanent. Donc on peut y remédier, possibilité de remédier à la souffrance, et ensuite les méthodes qui permettent d'achever, d'obtenir ce but. Donc tout est là, c'est pas le reste, c'est comme de la crème sur un gâteau, quoi. Donc pour ça, il faut avoir la connaissance, la sagesse qui reconnaît la nature ultime de la réalité. Il ne suffit pas de trouver des antidotes à la haine, à la jalousie, à l'orgueil, à l'obsession ou autre chose, qui sont les symptômes de l'ignorance, mais il faut aller au cœur de tout ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est une démarche scientifique, parce que si ça ne marche pas, ce n'est pas intéressant. Si ça ne remédie pas aux causes de la souffrance, on n'en a rien à faire du bouddhisme, quoi, en gros. La philosophie bouddhiste est donc une science de l'esprit qui aide à trouver le chemin du bonheur. Nous, c'est à plus de 3000 mètres d'altitude que nous faisons connaissance avec le monde du bouddhisme. Cheminant vers cette conscience et sagesse, allant au-delà de notre propre construction de la réalité. Nous rencontrons Mathilde et Coralie. Elles se sont installées au Népal afin d'apprendre le tibétain et vivre leur pratique du bouddhisme. Le bonheur serait un choix conscient que nous pouvons tous faire et qui requiert notamment de savoir domestiquer son esprit. Des fois, ils disent attacher l'éléphant de l'esprit à une corde. C'est comme si ton esprit, il est sauvage, tu vois. Il va aller dans tous les coins, il va faire tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est d'apprendre à le dompter. Et donc, par la méditation, notamment, tu apprends à le pacifier, à le contrôler. Et du coup, tu te laisses moins emporter par tout ce qui passe à l'intérieur et tout ce qui passe, en fait... En gros, surtout nous, en tant qu'occidentaux, ce qui nous fait souffrir, c'est surtout ce qui passe dans notre esprit. Et donc, c'est extrêmement utile d'apprendre à contrôler ça. En fait, on lui avait demandé, Bouddha, qu'est-ce que vous avez gagné avec la méditation? Il a dit, je n'ai rien gagné en fait. Mais par contre, je peux vous dire tout ce que j'y ai perdu. La colère, l'attachement, la peur de vieillir, la peur de mourir, tout ça, j'y ai perdu. C'est parce qu'on n'a rien à gagner, on a déjà tout est là en fait. C'est juste qu'il faut se débarrasser de certaines couches inutiles qui nous encombrent, telles que l'attachement et l'ignorance. L'attachement, en fait, c'est vraiment pourquoi c'est la base et tout. Cet attachement crée de la peur.
de la peur, de la colère, de perdre en fait. La peur de perdre, la peur qu'il s'en aille, qu'il m'abandonne, qu'il parte. Hein? Ce que j'ai vite vu, c'est que en fait, tous les humains et tous les êtres, même les animaux, ils veulent tous être heureux en fait. Tu peux vraiment le voir et ça, c'est vraiment la base de l'enseignement. Pourquoi en fait on devient bouddhiste ou même pourquoi on cherche une religion? Parce qu'on veut être heureux et on veut des méthodes en fait pour ça. Et donc on peut dire que grâce au bouddhisme, tu as trouvé le chemin pour être heureuse? C'est ça. Ça m'a donné comme une cartographie détaillée du chemin à parcourir jusqu'à l'éveil. Mais c'est comme si ça te donnait des rails, donc je veux dire par là, ça te donne des outils, des références qui te permettent d'analyser les choses et du coup de les comprendre et surtout de les comprendre par toi-même. Et ce qui est difficile des fois pour les Européens parce qu'on a envie d'aller vite. On a envie que ça arrive vite, mais en fait ça arrive pas vite. Et ça prend du temps à comprendre et à intégrer les choses. Parce que si tu te laisses entraîner, tu vas beaucoup suivre ce que les autres te disent de faire. Mais ce qu'ils te disent de faire, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. C'est ce qu'eux, ils pensent. Et en fait, avec ça, tu peux finir avec beaucoup de regrets à la fin. Le Bouddha n'a jamais dit que c'était une religion, c'est juste un chemin de vie, une réponse qu'il a trouvée à la souffrance. Il nous a jamais dit, c'est ce chemin-là, il nous a dit, voilà, moi, ça a marché comme ça. Maintenant, je vous donne les outils, à vous d'expérimenter, de trouver votre propre chemin pour arriver à ce résultat-là. Mais sachez que si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. On a tous ce potentiel. C'est-à-dire que du coup, maintenant, mes visions, elle est plus équilibrée. Moi, j'étais une Mathilde rebelle, voilà, très écolo, très... ce truc engagé, en fait. Mais bon, la politique, ça m'intéressait pas en tant que telle, mais quelque chose d'engagé, un esprit engagé. Et le problème, c'est que souvent, l'esprit très engagé, c'est aussi beaucoup de colère et donc de souffrance. Et le bouddhisme, ça m'a permis de vachement apaiser ça, tous les trucs de rébellion contre la société, la colère, et il devrait faire ça, et McDo c'est mal, et toutes ces choses-là, ça m'a permis de vraiment sortir et d'aller vers une vision, comment dire, pour être plus compassionnée, plus bienveillante envers la société, et qui a plus de compréhension envers ce qui se passe. Quelque part, je peux pas empêcher le monde de devenir ce qu'il doit devenir, en fait. Mais je peux faire ma part. Parce qu'au lieu d'aller contre les choses, tu apprends à aller avec, mais tu sais conduire proprement, en fait. Tu apprends à conduire ton esprit, en fait. On est tous en quête de bonheur. Donc, ça, oui. D'une certaine manière, est-ce que le bouddhisme vous offre ça ou vous offre encore d'autres choses? Ce qui m'a plu, c'est que c'est mon choix d'être heureuse ou pas, d'avancer sur le chemin ou pas. Tout ce que la vie va m'apporter, bon comme mauvais, c'est mon choix de réagir bien ou pas bien, d'être heureuse, d'être optimiste ou d'être complètement triste, déprimée, nostalgique. C'est un choix. Après, je ne dis pas que c'est facile. Des fois, on est envahi par la joie, on est envahi par la tristesse ou la colère. Des fois, c'est plus fort. Mais ça aide vraiment à prendre un énorme pas en arrière et de « oh ». Et souvent, les gens ils disent « oui, c'est se débarrasser des émotions, mais est-ce qu'on ne deviendrait pas dans l'indifférence ?» Du tout. C'est-à-dire que, comme il disait, il a dit « j'ai toutes les émotions, mais je ne les attrape pas ». C'est ça la différence. On est là dans la vie, on est heureux, on peut avoir de la compassion pour certaines personnes qui souffrent et tout, mais on ne rentre pas dans cette émotion qui va nous détruire de l'intérieur et nous faire souffrir. Et des fois, nous empêche d'agir tellement on est en colère face à l'injustice, face à n'importe quelle situation. La compassion en action. C'est justement ce qui motive l'association Karuna Chechen, fondée par Mathieu Ricard. Elle s'engage dans l'autonomisation des communautés défavorisées pour un monde plus juste, plus compatissant, plus heureux. Pour nous en parler, nous décidons de rencontrer Sainte-Chève. See, basically it's like this, the world, like I said, is resilient. Humans are resilient, animals are resilient. So the basis of our intervention is this. We take local realities, we take local strengths, we take local technologies, build upon that, combine that with the wonderful achievements that we have in other places in terms of modernization, put that together and then come up with solutions. That somehow seems to be the source to well-being.
Au sein des communautés, le bonheur, cet état de bien-être durable, passe donc par l'affirmation de leur dignité et le développement de leur autonomie. Well-being encompasses everything, not just about a job, not just about health. Anything that makes a community comfortable with itself is well-being. Everybody has to have room. All skills have to have opportunities. Ultimately, you have to be happy. So essentially, it made us rethink our entire strategy in education, in agriculture, as well as medicine. When we talk about self-sufficiency and when we talk about sustainability, the modern definition of sustainability is something that carries on its own. For us, we take it one further step. It must be sustainable economically also, which means whatever solutions we have, put on the table, these have to be sustained without cost. Food essentially can come free on the table. All you need is to put in a little bit of effort, and 60% of your actual financial requirement is solved, by doing this. If you look at the demography, Nepal still has 75% farming population. Now that is a huge advantage when you talk of farming as the mainstay of your economy, of your well-being, of your, all that coming together. So that's where Nepal has an advantage. The second thing is you have to have health, which is almost cost-free to a certain extent. So this is essentially to make every person who's walking in the street essentially a first aider, who can take care of not just the community needs, also your own needs, in the house. Basically, if this thing succeeds, which it is slowly, we take away almost 50% of the medical problems that we need to address. If you look at the setting of Nepal geographically and demographically, isolated villages, some villages only have like 15, 20, 100 houses. And while it's very desirable to have a hospital or a clinic there, can you actually run the clinic? Is it maintainable? Invariably not. So, this made us think, of other ways to address this problem. Office, we get our food, bull, cow, none. And when it comes to education, we're sort of opening the doors, in education. We're saying incorporate everything, not just talk about academia. Teachers have to have enough economic capacity, in terms of food and thing to be able to teach children free, infrastructure should come free. So then what happens is there is no burden on the person who has learned to have an economic benefit out of his skill. This is where the strength to be benevolent comes in. L'autosuffisance et l'autonomie des communautés passent donc par l'agriculture, la santé et l'éducation, sans oublier l'enjeu important de l'émancipation des femmes. Et oui, les femmes peuvent jouer un rôle de premier plan pour un monde meilleur. Cette organisation de production artisanale, qui fait partie des pionniers du commerce équitable dans le pays, a également pris la mesure de cet enjeu. How long is she working here? 25 years. 25 years here? Is this a profession? No. Yes. Oh, and you can find many other... Our main objective is to improve the situation of our artisans we work with. We are working with a small group. It's only 3-4 women in a group. And originally they are from Manaslu area, but they migrated to Kathmandu in the long run and a few years back. So they weave special kind of carpet and special blanket, which is very much traditional in the Manaslu region. Can you see? Right there? Women of Nepal, they have always been a deprived lot
They never have say in the family matters, especially very much in the rural area. Maybe things are changing a little bit in the urban areas, but the majority of the population still live in the rural area, and they are never consulted. They never have any say in the family matters, even in the matters which regarding themselves, like their marriage or the property. They do not have any say. So the founding members felt, unless we could do something to improve the condition of these women, the country will not be able to progress. Have you been to Djibouti? Because these women, they had never been to school, but all these women have some skills, some traditional skills which they have inherited or learned from their parents and grandparents. And apart from that, women always have those hobbies in knitting, stitching, embroidery. So we thought the best way to go forward will be to use this skill these women have for their own betterment. And that's how the organization started, with the objective of providing the employment opportunity to these women and hoping to improve their social and economic status, because we knew that without improving the economic status, social status would not improve. So for women empowerment, economic empowerment is a must. Namaste. यहाँ पास गरेको पिकबाट पास गरेको त्यस्तो कहाँ ठुलो भनेको मान्छे हाई स्कुल टेक्नोलोजी En parlant de l'importance de l'autonomisation des femmes pour contribuer à un monde meilleur, aujourd'hui nous rencontrons Shanti, qu'un ami Gérard a décidé de parrainer suite à ses nombreux déplacements au Népal. Elle a ainsi eu accès à l'éducation, ce qui contribue à son émancipation. Do you remember the first time you've met Gérard? Yeah, I remember when I was like... Can you explain me how was your first time? When I was at 4th grade, 4 or 5 grade maybe, but I'm not exact sure. At that time, that was the first time I met Gerard. After that, and I met him frequently after 2 years, 1 year. Yeah. What was your feeling when you've met him the first time? And yeah, I was like I got a bless from a God. I was really happy seeing him, and that's the best feeling at that time. He changed a lot at my life because due to his sponsor, I get to learn lots. Like I get education at a good school. I have hobbies like doing business. I'm a little bit interested in doing business. That's why I choose marketing. Well, I think that being a girl is not an easy thing. So from that point of view, then I thought that I need to be independent. I need to earn. I can't dependent on parents, and even when I get married, I can depend on my husband. Even there is equality between the girls and boys, but the society even thinks that the girl cannot do. Girls are not allowed to do this, that. So that's the mean that I like to change. If I get independent, then I think I can change the society point of view so that everyone can think that even girl can do something, girl can earn their own. Yeah. So that's the main point. Well, after completing my course or my bachelor, I could like to implement my study at that field and develop my own business. Yeah. And what kind of business you said? Your own business? Like getting a hotel at Manang, because it's a tourism place and there are less hotel at Manang. So I think that I can build some hotel. I'm so Johnny. Namaste. Really nice to meet you guys. Me too. Voilà notre chantier qui est bien changé par rapport à ce qu'elle était quand elle était petite fille. On ne peut parler de bonheur sans aborder le rapport de l'homme à la nature. D'autant qu'au beau milieu des majestueux sommets de l'Himalaya, nous constatons que nos déchets peuvent causer une montagne de problèmes
et les montagnes se transformaient en décharges. À Katmandou, nous découvrons KIP, une des principales ONG d'écotourisme au Népal. It all starts from the local people, you know, like they should be aware about their environment. There are a lot of Nepalese people who are even like educated, they are undergraduate or postgraduate, but they don't realize the importance of not throwing even the small packet of chocolates or anything, you know, which will eventually grow into a big pile of waste. So this is the way it works in Kathmandu. That's why it's dirty. It's like the concept and thinking of people and lack of shame. Like awareness is the main thing. It's the like root. People have to be aware about the importance of clean environment. But then, as I said, there are so many unaware people, like more than 40% people are uneducated still in Nepal. So that would be a long process for like quickly to make it clean. I think imposing fines to the people who throw garbage here and there would be a solution. And also like providing dustbins in a proper distance, you know, like so that people will be encouraged to throw waste in the dustbin. So the mission of KEEP is to decrease the negative impact and to increase the positive impact of tourism. Whatever you take with you, bring them back. Leave no trace in the mountains. Because for guides, no mountains, no jobs. Because for guides, mountains and natural heritage are very, very important because people won't come to see the piles of waste. Like you people, you are also disappointed. We see a lot of trekkers who are disappointed by the amount of waste they see in the trekking routes. We encourage and we educate tourists to be culturally and environmentally friendly, and through different trainings we encourage guides to be environmentally friendly. So it's both way, like tourists and guides, they both work together, you know, otherwise it will not work. En s'ouvrant à la magie de chaque instant et de rencontres inattendues, le Népal nous a guidés sur le chemin du bonheur et des moyens de l'atteindre. Nous avons été challengés dans notre perception du monde et de notre propre monde. Le bonheur, cet état d'esprit intérieur qui est possible indépendamment des conditions d'existence, passe par une perception ajustée de la réalité. Nous devons faire tout notre possible pour améliorer le monde extérieur, bien sûr, mais nous devons aussi agir pleinement sur notre état d'esprit. On ressent l'immensité autour de nous, celle du mont Manaslu. Manaslu vient du sanskrit et signifie « montagne de l'esprit ». Le chemin est plus important que le sommet. Personne ne parcourt la montagne de la même manière, au même rythme, en posant son regard aux mêmes endroits. Chacun a son chemin unique à parcourir. Le bonheur se pratique et passe par l'entraînement de l'esprit. Le bonheur, on ne le trouve pas. On le crée.
De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal, on ressort de ce documentaire assez émerveillé, hein, ça laisse songeur. Personnellement, ce qui me frappe entre autres, c'est l'authenticité et la diversité des rencontres que vous avez faites tout au long de votre voyage. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Alors je dirais dans un premier temps Mathieu Ricard, bien sûr, qui est donc un moine bouddhiste de renom. Et c'était absolument inattendu. On était, ma sœur et moi, donc, à la terrasse d'un café, on l'a rencontré effectivement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à vivre sur le moment. Et il a été, moi en tant que scientifique justement, lui-même est généticien à la base, puis généticien, devenu moine bouddhiste. Voilà, il m'a marqué, j'ai voulu en savoir plus sur le rapport entre la science et la spiritualité. Il a été très généreux, il nous a accueillis dans son monastère, tout ça, alors que c'est une personne qui est fort sollicitée quand cette personne se déplace en France, en Belgique. Donc là, au Népal, il était tout à fait ouvert, il nous accueillait chaleureusement. L'autre personne qui m'a aussi fort marqué, c'est Dangé Khyentse Rinpoche, qui est en même temps donc un grand représentant de la philosophie bouddhiste dans le monde tibétain, mais qui est aussi un réalisateur justement et qui est primé au Festival de Cannes. Et donc c'était un honneur de pouvoir le rencontrer et lui-même qui était aussi disponible à ce moment-là, oui. Vous parliez de bouddhisme, c'est un thème qui revient assez régulièrement quand même dans ce documentaire. Est-ce que c'est une croyance qui vous a influencé, vous, dans votre vie personnelle? C'est au documentaire? Oui. Complètement, oui, effectivement. Disons que je pratiquais déjà donc, la méditation, le yoga, avant de me rendre au Népal. Mais donc le Népal, où effectivement il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme fort présent. Pour moi, le bouddhisme est une philosophie de vie, ça n'est pas une religion. Une philosophie de vie qui parle notamment du juste milieu, de l'impermanence des choses. Voilà, il y a beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là qui me permettent, moi, de voir approcher le monde d'une autre manière, en tous les cas. Tout au long du film, les enfants semblent jouer un rôle central. On vous voit très souvent à leur côté. Ils sont comme une sorte de fil conducteur. Pourquoi ce choix? Les enfants, plus? Je n'ai pas senti ça, peut-être. C'est vrai que les enfants, et on a rencontré beaucoup d'enfants, je pense que c'est pour ça. C'était pas de façon délibérée, en tous les cas, mais on a été touchés par ces enfants, mais pas que les enfants. On voit à un moment, on se retrouve justement dans une communauté très reculée, on voit cette entraide, et on voit qu'ils sont tous avec un sourire qui est contagieux. On est là, il faut rappeler quand même, au Népal, un des pays les plus pauvres au monde, et pourtant ils ont un sourire très chaleureux. Donc ça questionne aussi sur nous, notre propre mode de vie ici en tant qu'occidentaux. Oui. Vous parliez de mode de vie à l'instant. Justement, vous, quel message vous souhaitez faire passer à travers ce documentaire? Il y a plusieurs messages par rapport à ce documentaire, effectivement. Alors, le premier message, je dirais que c'est de oser aller à la rencontre des gens. On est dans un monde où on est fort sur nos téléphones, finalement aussi, de plus en plus. Et il faut oser lever les yeux, oser aller à la rencontre des autres. Oser aussi s'ouvrir à la magie de la vie, on en parle. La magie de la vie, à l'inattendu. Là, c'était complètement inattendu. Et finalement, c'est d'ailleurs Christian Bobin qui dit attendre l'inattendu et espérer l'inespéré. Donc c'est vraiment ce message-là où, alors qu'on est dans une société aussi de la performance, où tout s'accélère, tout va très très vite, c'est une invitation peut-être à prendre le temps de ralentir, d'être plus dans un mode de pleine conscience aussi, de gratitude, d'émerveillement, comme les enfants. C'est marrant, je vais rebondir du coup sur la question par rapport aux enfants. Les enfants sont émerveillés de manière générale. Ils ont ce sourire, ils s'émerveillent sur des petites choses du quotidien. Et c'est une invitation aussi, nous, en tant qu'adultes, de se reconnecter à notre enfant intérieur. Ça me semble primordial. Vous parliez tout à l'heure du bouddhisme, c'est quelque chose qui vous a imprégné suite à ce voyage. Est-ce que ce voyage, il a aussi changé votre regard de manière plus globale, de manière plus large sur le monde qui nous entoure et sur la vie en général ? Oui, ce voyage et d'autres voyages aussi, ce voyage en particulier, notamment par rapport à cette philosophie bouddhiste, qui m'a fait notamment prendre conscience que notre mode de pensée résulte d'un conditionnement.
d'une éducation, d'une façon, d'une éducation, d'une façon de penser au sein de notre propre société occidentale. Et que finalement, il est important, au même titre, de faire attention à ce qu'on mange, il est important de faire attention à la manière dont on alimente aussi notre esprit. Bon, là, on est dans un média, justement. Je pense qu'il est important de voir quels médias on décide de regarder, quelles images on décide de consommer. Tant en tant que, justement, journaliste, qu'est-ce qu'on veut présenter, en tant que consommateur, téléspectateur, ça me semble primordial. Parce que prendre soin de son esprit, et c'est de ça dont il s'agit, entraîner son esprit, et pas uniquement entraîner son corps, entraîner son esprit, c'est important, parce que ça nous permet non seulement de mieux gérer nos émotions, et du coup notre perception du monde. Pour réaliser la montagne de l'esprit, on l'a vu, vous êtes monté en altitude dans des régions très reculées de l'Himalaya. Jusqu'à quelle hauteur vous êtes monté ? Alors, à plus de 5000 mètres d'altitude, je ne sais plus précisément, 5500 je crois, peut-être, à vérifier. Et donc la question que tout le monde se pose, est-ce que ça a été dur physiquement ? Alors c'était dur physiquement, oui, et surtout arrivé à une certaine altitude, il y a un manque d'oxygène, forcément. Donc chaque pas est vraiment devient étudié, calculé. On ne peut plus bouger de la même manière aussi librement qu'avant. On ne peut plus se retourner, voir, parce qu'on n'est pas les seuls. On est accompagné, vous l'avez vu, de porteurs, de Sherpas. Il y a une petite équipe pour le trek, de trekkers. Et donc là, on est vraiment en connexion avec son corps, avec ce qu'on ressent, avec la nature. Et cette absence, ce manque d'oxygène, on va dire plutôt, nous amène à vivre un peu plus difficilement cette aventure. Mais en même temps, c'est une grande joie d'arriver jusqu'en haut du sommet. Mais c'est ça aussi le message, c'est que finalement, la destination, qu'importe, c'est vraiment le chemin qui est merveilleux. Très belle phrase, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous êtes entraîné physiquement, parce que du coup, vous étiez dans des conditions d'oxygène assez compliquées, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène à cette altitude. Est-ce que vous avez suivi une préparation en fait avant votre départ ? Moi non, mais c'est vrai que je suis sportive et j'ai une bonne condition physique et la pratique du yoga aussi, je pense que mine de rien ça aide aussi pour apprendre à gérer, être plus en connexion avec son corps, gérer son stress, la respiration, des petites choses comme ça qui m'ont aidée je pense. Mais on le voit dans le film justement, certaines personnes ont eu besoin de ce soutien au niveau de l'oxygène, oui. De nos jours, la plupart des documentaires sont réalisés avec des équipes techniques et du matériel sophistiqué. Vous, en revanche, vous avez fait le choix de filmer uniquement avec votre téléphone. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que déjà dans un premier temps, je n'étais pas avec ma grosse caméra Panasonic parce que c'était pas du tout l'objet de ce voyage, de ce trek. Pourquoi aussi ? C'est vrai que c'était en 2018 et puis là donc c'était de manière spontanée, on a fait ce documentaire et en 2018 c'est vrai que c'était un challenge, c'était un pari qu'on s'est lancé de tout filmer au téléphone. La même année, Steven Soderbergh, qui a réalisé les Ocean 11, il a réalisé un film qui s'appelle Paranoia, intégralement filmé aussi au smartphone. Et c'était assez révolutionnaire en 2018. Et donc nous, à ce moment-là, on ne savait pas, c'était avant la sortie de ce fameux film, mais on était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire avec les moyens du bord, avec un micro-cravate, un petit micro-point et le smartphone. Et ça permettait non seulement d'être c'était moins intimidant vis-à-vis de la population qu'on rencontrait, justement à des hauteurs quand même assez conséquentes. Et puis surtout, on a fait avec ce qu'on avait, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, un moment de joie, un moment d'inquiétude ou peut-être même un moment d'étonnement ? Alors je vais parler de peut-être ce travail avec ma sœur jumelle, qui elle à la base n'est pas du tout dans le milieu de l'audiovisuel. Et c'était assez intéressant, assez marrant de voir le travail qui se faisait ensemble. Elle découvrait le travail d'interview par exemple. Et je me souviens c'était à l'occasion d'une interview avec, je crois le lama, oui, Khintse Rinpoche.
Et donc je posais les questions et ma sœur, elle acquiesçait, elle faisait oui, oui, mais sauf qu'elle ne se rendait pas compte que finalement tout ce qu'elle disait, tous les sons étaient enregistrés. Donc c'était un peu problématique. Il a fallu que je lui dise, que je lui explique un peu les codes liés au tournage. Et ça s'est fait de manière très naturelle et c'était chouette. Vous avez formé en quelque sorte, on peut le dire, votre sœur à votre métier, à quelque part. C'est vrai, c'est fait, oui. Et elle, avec ses connaissances dans le domaine du développement durable, elle m'a aussi apporté plein de choses. Donc on était une superbe équipe, oui. Donc un échange constructif. Y a-t-il eu une dimension caritative dans votre projet ? Oui, clairement, puisqu'il s'agit donc d'un trek humanitaire. Et donc, on s'est rendu dans les différentes écoles, dans des endroits reculés de l'Himalaya. Et donc, on a remis des fonds à différentes écoles pour pouvoir les soutenir l'éducation. Il faut savoir qu'ils sont vraiment, pour beaucoup, démunis, même au niveau des soins de santé, de plein de choses. Donc, c'était le côté caritatif, oui. Vous avez acheminé du coup des dons financiers, c'est ça? Il y avait également des objets. Expliquez-nous un petit peu, ils venaient d'où ces dons financiers? Vous avez fait une collecte auparavant? On a fait une collecte, donc dons financiers, crowdfunding comme on dit, et également une collecte d'objets. Donc ça pouvait être des crayons, des trousses, des produits aussi pour la toilette, donc brosse à dents, savon, des petites choses comme ça, oui. Parlons maintenant de l'aspect économique. Vous avez fait le choix de financer votre documentaire sur vos fonds propres, ce qui est quand même, il faut le souligner, assez audacieux. Pourquoi avoir pris ce risque ? Oui, c'est un peu osé, c'est un peu risqué. Mais c'est ça aussi la vie et c'est aussi ça le message. C'est tellement simple de suivre l'autoroute. Hein. On va dire que la plupart des gens occupent ou suivent, mais de temps en temps suivre des chemins où il y a des obstacles, où il y a des peurs, des inquiétudes, des doutes, mais en même temps si c'est connecté avec son intuition, avec l'appel qu'on reçoit, alors il faut y aller. Il faut y aller, mais en étant en effet un peu conscient, et j'ai fait les démarches pour aussi obtenir donc, des aides, donc, tant par des boîtes de production qui ont mis à disposition les bancs de montage, une équipe aussi, parce que c'est bien d'avoir un regard extérieur aussi pour faire toute la post-production, donc notamment le montage, même si moi-même je suis capable, bien sûr, je sais faire, mais en l'occurrence, quand il s'agit d'un film, son propre film, c'est bien d'avoir une personne extérieure. Et puis, on a eu aussi, bien sûr, l'intervention d'un mécène qui a totalement cru en notre projet et qui nous a soutenus aussi financièrement. Vous avez participé à des festivals, parce qu'on le sait, hein, les festivals, c'est aussi potentiellement une source de financement, de revenus pour financer des documentaires. Alors pas forcément. Des fois, effectivement, les festivals aident, soutiennent du fait de notre participation, notre présence sur place pour répondre aux questions du public, mais c'est pas une source financière. Moi, je découvre. Mais donc oui, il y a eu le film a été présenté dans différents festivals, donc que ce soit le Festival des Globetrotters à Paris, le Global Peace Film Festival donc en Floride. Là, il va être projeté également au festival Partance, oui, à Toulouse, et un autre festival à Nantes. Donc les choses se font de manière très organique. Et l'intérêt de ces festivals, c'est également de pouvoir remporter des prix ou des distinctions. Est-ce que vous avez déjà décroché certains prix ou distinctions? Non, et j'avoue que je n'ai pas cette prétention-là. Non, moi, la récompense, c'est que ce film, on puisse l'accompagner jusqu'au bout, qu'il puisse inspirer d'autres personnes, qu'il puisse éventuellement, donner envie à d'autres personnes d'oser, que ça puisse amener une certaine réflexion personnelle et éventuellement un petit changement, un changement dans son quotidien, oui. Donc tout ça, c'était potentiellement des sources de financement. Est-ce qu'au final, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes rentré dans vos frais parce que vous avez financé votre film en fonds propres? Est-ce que est-ce que vous êtes rentré dans vos frais finalement? Oui, je dirais que oui. Et la gratitude, la reconnaissance n'est pas uniquement financière. C'est hyper important de reconnaître que la reconnaissance est aussi ailleurs. Donc, moi, ce qui était le plus important personnellement, c'était de véhiculer un message, en l'occurrence. Et donc, il n'y a pas du tout cet aspect, cette envie de
pécunier en fait à ce niveau-là. Pas pour ce projet en tous les cas. Après cette belle aventure, est-ce que vous avez d'autres projets de documentaires dans les tuyaux ou peut-être une nouvelle destination en tête ? Alors une chose est sûre, c'est que si je me relance dans la réalisation d'un documentaire, ça sera d'une autre manière, ça sera sur commande soit de médias, de boîtes de production, mais plus de cette manière, ça c'est vrai, parce que c'est risqué, c'est énergivore, ça prend du temps, et même bien que très passionnant, mais en tout cas ça sera de manière différente. Donc oui, mon projet sinon ça serait en tout cas de continuer dans la vidéo d'office et éventuellement travailler dans un autre média, donc dans les rubriques de société, de mode de vie, en tant que journaliste et comme je l'ai pu le faire notamment ici, journaliste et présentatrice. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Une dernière question avant de se quitter, Constance. Sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on peut vous retrouver et suivre vos futurs projets ? Alors sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup Constance d'avoir été notre invitée. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos aventures. Merci.